Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette conférence Recocrèche, donc la première du cycle de webinaires autour des guides Recocrèche, qui est un projet coporté par l'association Écolondeuil et le réseau 3AR avec le soutien de l'Agence régionale de santé. Je vais laisser tout de suite la parole à Claire Morisson pour un petit texte, un petit mot introductif. C'est bon, le son est allumé. À toi, Claire. Merci Anne. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va au niveau du son? Ok. Très bien. Bonjour à tous. Claire Morisson. Je suis ingénieure à l'Agence régionale de santé et j'ai en charge la stratégie régionale de prévention et de promotion de la santé environnementale autour de la petite enfance, qui a pour seul et unique objectif la réduction des expositions chimiques qui sont présentes dans nos environnements intérieurs. C'est un sujet d'actualité. On parle beaucoup de la période des 1000 jours, vous le savez. On aurait, nous, à l'Agence régionale de santé, même envie de parler des 1400 jours pour essayer de prendre aussi en compte l'aspect préconceptionnel. Mais déjà, sur les 1000 jours, on sent qu'il y a une période particulière de vulnérabilité de ces publics. 1000 jours commençant donc dès la conception, dès la grossesse. Et on en a fait une priorité depuis 2014 dans cette région, parce qu'on pense qu'il y a effectivement des liens possibles entre ces substances qui sont partout et l'impact possible sur la santé future de ces enfants. La cible, évidemment, les parents pour l'adoption des bons gestes pour essayer de réduire ces expositions, mais ils ne sont pas les seuls acteurs, puisque bien sûr, tous les acteurs et tous les professionnels qui sont autour de ces familles sont aussi notre priorité. J'entends par là les professionnels de santé, notamment, qui sont en contact avec la femme enceinte, qui sont en contact avec les parents, ou tous les professionnels de la petite enfance, puisqu'on va le voir, ce qui nous intéresse, c'est bien la question du parcours de l'enfant dès la conception, et donc également dans les lieux d'accueil après la naissance. Cette stratégie, cette politique régionale, elle a plusieurs axes, plusieurs actions menées en parallèle. Pour vous donner quelques illustrations, on travaille avec les 44 maternités de la région, maternités qui pour nous sont un maillon essentiel dans cette politique, parce qu'il faut qu'elles soient là et qu'elles soient présentes pour véhiculer ces messages de prévention aux parents, mais aussi pour avoir des pratiques exemplaires au sein même de l'établissement de santé. Et c'est un sujet qui est aussi intéressant d'ailleurs que les pratiques qu'on peut observer dans les crèches dont on va parler aujourd'hui. On a également beaucoup d'autres axes de travail avec soit des professionnels de santé, soit les professionnels de la petite enfance, toujours autour de soit la formation initiale, la formation continue. Et à chaque fois, on est toujours sur des interventions qui visent à sensibiliser, qui visent à accompagner, à outiller, à mobiliser, bien sûr, tous ces professionnels pour qu'on arrive à avoir cette continuité de message. Spécifiquement sur la question des crèches, et cela porté depuis le départ, elle l'a dit Anne, par les associations d'Écolondeuil notamment, l'agence Alix et le réseau 3AR. Ce trio, on va dire qu'il a depuis le départ initié beaucoup de démarches et d'outils qui servent, on l'espère en tout cas, à sensibiliser tous les publics qu'on vise, notamment au travers de plusieurs outils. Il y a eu déjà 2 guides de recommandations qui ont été édités. Un premier qui portait sur les questions de ventilation, de nettoyage des locaux, la question des produits dans les salles de change, les produits de loisirs créatifs ou la question des contenants alimentaires. Donc tout ça a fait l'objet d'un premier guide qui est sorti en 2017. Deuxième guide qui, malheureusement pour lui, est sorti juste avant la crise sanitaire et qui nous a du coup un peu empêché de le diffuser comme on l'aurait souhaité, mais qui est sorti en février l'année dernière et qui, lui, s'intéresse à la question de l'implantation, de la construction et de la rénovation des bâtiments. Un guide assez global, d'ailleurs, sur toutes ces questions-là. Pour accompagner ces guides, à l'époque, on avait pu, dans certains territoires, et vous avez peut-être pu y participer, fait des conférences, notamment en collaboration avec les PMI, pour diffuser les bonnes pratiques, notamment sur ce premier guide de recommandation. Et on a financé une démarche qui s'appelle Safely, qui est aussi portée par les mêmes acteurs que j'ai cités, et dont l'objectif est d'aller au plus près des territoires, dans vos crèches, dans vos structures, et notamment sur
une crèche dite référente, enfin en tout cas une collectivité référente pour un département, pour pratiquer les guides, et pour faire valoir derrière en termes de sensibiliser les pairs, de montrer un peu ce qui est possible et réalisable. Et sur le second guide, on a également une étude un peu exploratoire sur la question de la construction sur l'île d'Oléron. Donc ces outils existent. La question, c'est comment les diffuser et puis comment les rendre actualisés aussi, puisque l'information, elle évolue au fil de l'eau. Là, on va parler aujourd'hui des moustiques, mais on sait très bien que dans le cadre de la crise sanitaire, on a été tous surpris, mais notamment tous témoins de l'entrée massive des biocides dans nos environnements, y compris dans les crèches, avec parfois des pratiques à risque, et je pèse mes mots, à risque pour les enfants ou pour les professionnels et pour les professionnels. Et ça nous a valu rapidement, dès le mois de mai l'année dernière, d'essayer de vous apporter des recommandations quant au choix de ces produits dont on n'est pas forcément habitué à utiliser. Ça peut être le gel hydroalcoolique, mais ça peut être aussi tous les nettoyants désinfectants qui d'un coup sont apparus dans tous nos environnements. Donc ces fiches complémentaires qui vont venir à chaque fois actualiser un peu les recommandations. Toute la question, encore une fois, c'est de les diffuser et de les mettre le plus près possible de vos structures pour qu'elles soient utilisées. D'où l'idée de la création de ce cycle de webinaire. Vous avez vu, il y aura plusieurs dates. Aujourd'hui, on parle des moustiques. Après, on parlera du nettoyage dans les structures. On parlera des couches. On parlera de ce second guide de recommandations. C'est vraiment l'idée de promouvoir les bonnes pratiques, les recommandations qui nous semblent être les plus justes aujourd'hui en fonction de notre niveau de connaissance et de leur niveau de connaissance à ces experts qui ont réalisé ces outils, diffuser, mobiliser, valoriser et répondre à vos questions. Parce que l'intérêt aussi d'un webinaire, c'est que vous avez vu, vous allez, si je ne parle pas trop longtemps, vous allez pouvoir poser des questions. Petit complément, il y aura bientôt aussi une annonce d'une journée régionale qui sera dédiée aux crèches le 23 novembre. Vous pouvez toujours bloquer ça dans vos tablettes. Donc, je remercie activement, bien sûr, Écolondoy, Alix et 3AR parce qu'ils font un travail remarquable. Et j'en profite donc, mais elle l'a dit aussi Anne, pour vous présenter ma collègue Cécile Billot, qui sera avec nous pour ce webinaire, qui est ingénieure aussi à l'Agence régionale de santé, en charge des questions d'environnement extérieur et notamment de la question du moustique, qui pourra probablement aussi répondre à vos questions. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci Claire pour cette introduction très synthétique et qui remet bien le contexte pour nous connaître un petit peu. Donc voilà, vous nous connaissez pas forcément parce que nous on agit vraiment sur la partie achat public, donc on est souvent plutôt en relation avec vos services acheteurs. L'idée, nous avec Écolondoy et avec Alix, c'est vraiment de travailler main dans la main entre services prescripteurs, c'est-à-dire les gestionnaires d'établissements et les services acheteurs, parce que souvent on a plein de bonnes idées, on a envie d'agir, mais en fait, en face, on va se dire, on est bloqué, il y a les marchés publics. En général, c'est pas un frein, il faut juste pouvoir communiquer. Donc, on a un peu ce rôle d'interprète, de traducteur-interprète au niveau de 3AR et de faciliter et de former, accompagner, outiller les acheteurs publics. Donc là, j'ai montré le petit guide ainsi que les outils pratiques qu'on a mis en place sur le nettoyage. On travaille sur plusieurs familles d'achats pour pouvoir outiller les acheteurs publics, donc toujours dans le cadre de cette stratégie petite enfance de la Nouvelle-Aquitaine, ainsi que le plan régional santé-environnement. Donc 3AR, on est un réseau régional. On s'adresse à tous les acheteurs publics, donc collectivités territoriales, bailleurs sociaux, établissements hospitaliers, GIP, voilà, on a une variété, diversité d'adhérents, ce qui fait donc la force, un petit et grand, qui fait notre force, puisque on permet cet échange entre pairs et cette montée en compétences collectives. On est identifié au niveau régional au niveau national comme le réseau qui s'est posé la question de la santé environnementale, parce que ça fait plusieurs années que l'Agence régionale de santé nous soutient. Au départ, parce qu'il y avait un arrêté sur la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public, donc avec un besoin, parce que forcément, la qualité de l'air intérieur, elle est forcément impactée par ce qu'on va faire rentrer, que ce soit des matériaux de rénovation, de construction, que ce soit du mobilier, des produits de nettoyage. Donc, les achats sont systématiquement, c'est un des maillons importants pour agir dans les crèches. Donc voilà, donc on travaille ensemble depuis plusieurs années et on a commencé à bien connaître, le sujet et à être contacté par plusieurs ARS sur d'autres territoires. Et donc Claire est régulièrement appelée par notre intermédiaire parce qu'effectivement il y a des volontés de faire la même chose sur d'autres régions.
Et ce que je vous disais tout à l'heure, donc on travaille en coopération avec les opérateurs qui sont sur le terrain, avec les services prescripteurs. Donc au niveau des crèches, c'est plutôt à Écolondoy et l'agence Alix, et au niveau des établissements hospitaliers, on travaille aussi pas mal avec Primum Nokere, qui est donc une agence qui intervient dans les crèches. J'ai vu qu'il y avait des établissements hospitaliers autour de la table. Voilà pour une rapide présentation de nos actions. À savoir, à noter, à la rentrée, on relance nos formations sur les territoires, sur les départements. Donc, je me permettrai de vous faire suivre cette information en vous invitant à la prochaine, au prochain webinaire pour que vous puissiez peut-être vous faire le lien avec vos services acheteurs pour qu'ils viennent sur ces formations et qu'ils montent en compétences sur le sujet. Je vais laisser la parole à Anne-Sophie pour aller sur notre sujet du jour. Donc, Anne-Sophie est docteur en pharmacie. Elle travaille dans l'agence Alix, accompagne les crèches dans le cadre du dispositif Safely qui a été présenté rapidement tout à l'heure. Et donc, co-rédactrice de ces 2 fiches. Il y a 2 fiches, une sur les moustiques tigres et une sur les nuisibles. Anne-Sophie, je vais te donner la main pour que tu présentes ton support. Est-ce que c'est bon pour toi? Merci Anne. Ça a l'air bon, ça m'a l'air très bon. Et on y est. Voilà. Alors. C'est parfait. Hop. Alors c'est parti. Bonjour à tous. Je vais donc vous présenter des contenus de ces fiches qui sont disponibles sur le moustique tigre d'un côté et puis les nuisibles de l'autre, avec le même objectif, c'est de se protéger sans polluer et sans se polluer, évidemment. Alors, voilà. Donc merci à l'ARS, et donc c'est une action qui est financée par le PRSE, et merci aussi beaucoup à Anne pour l'organisation de cette action. Et comme Anne vous l'a dit, on travaille en partenariat avec Écolondoy, l'agence, une association d'éducation à l'environnement basée dans les Landes. Et donc moi, je travaille au sein de l'agence Alix, je suis associée. Alors, on va démarrer avec le moustique tigre. Tous les liens vous seront envoyés par Anne dans le chat et à la fin du webinaire. La fiche a déjà apparu il y a quelques semaines sur le site de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Alors, il y a 3500 espèces de moustiques différentes dans le monde. En France, il y en a 67 sur notre territoire. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc le moustique tigre, dont le nom scientifique est Aedes albopictus, qui se développe donc dans les environnements périurbains et dans les zones urbaines très denses. Il est donc rayé à noir et blanc, il est petit, environ 5 mm, il est très vif, d'où son nom de moustique tigre. Il sévit principalement de mai à novembre. Il est actif en journée, avec un pic dans l'après-midi, entre 16 et 19 heures. Alors pourquoi est-ce que c'est la femelle qui pique et pourquoi est-ce qu'elle pique? Eh bien, c'est pour nourrir ses œufs, en fait. Elle fait un repas de sang donc sur nous pour nourrir ses œufs, et elle en pond jusqu'à 200 en fait sur une période d'une dizaine de jours. Ces œufs ensuite vont se transformer, donc sont pondus dans l'eau. Ce sera important pour notre propos. Et elles se transforment ensuite en larves qui vont prendre leur envol. Donc justement, leur périmètre de vol, il est d'environ 150 mètres. Ce qui veut dire qu'à la fois, s'il y a un moustique qui est présent, c'est qu'il ne vient pas de très loin. Donc c'est à la fois, on pourra avoir la maîtrise de ce moustique puisqu'il ne vient pas d'extrêmement loin. Donc si on maîtrise un peu son périmètre, on peut maîtriser sa présence. En même temps, 150 mètres, ça fait dire qu'il faut aussi une action conjointe du voisinage qui est nécessaire pour pouvoir diminuer sa présence. Il y a des campagnes de sensibilisation auprès du grand public qui sont faites largement, et on y reviendra, puisque comme je l'ai dit, ces moustiques pondent dans l'eau, et donc l'objectif c'est de couper l'eau aux moustiques tigres pour que, si on évite les eaux stagnantes, ça évite les lieux de ponte qu'on appelle dans le jargon les gîtes larvaires.
Alors, d'où est-ce qu'il vient, ce moustique tigre? Il est originaire d'Asie du Sud. Il est arrivé en France en 2004 par Menton, alors par les transports routiers. Et puis, on va le voir, il a vite colonisé, donc 2010, 2014 et 2017 et 2021, pardon. Donc, il y a un petit décalage. Donc, au 1er janvier 2021, il est présent dans 64 départements sur les 96 métropolitains. Alors, je précise métropolitains puisque les territoires d'outre-mer étant des zones tropicales, sont déjà colonisés par le moustique tigre. Donc 64 départements aujourd'hui. Alors, quel est l'enjeu? Donc, ce moustique tigre, en théorie, il peut être porteur de virus qui donnent des maladies comme la dengue, le chikungunya, le Zika, dont vous avez entendu parler, ce qui n'est pas le cas à ce jour en métropole. Il n'y a pas de chaîne de transmission, la maladie n'est pas transmise au long cours en métropole. Néanmoins, il empêche d'aller dehors au beau jour par crainte des piqûres. Et aller dehors, aujourd'hui, c'est évidemment aussi, on l'a appris dans le cadre de la Covid, une bonne pratique, puisque dehors, l'air est évidemment plus renouvelé. Mais c'est aussi une recommandation que nous on fait fortement pour réduire l'exposition aux polluants de l'intérieur. Sans parler des bienfaits d'être dehors, que je ne développerai pas ici. Donc des piqûres qui peuvent donner donc, des boutons, des réactions allergiques à différents niveaux, avec potentiellement un risque de surinfection si l'enfant se gratte, notamment avec des ongles sales. Donc garder les ongles courts, les mains propres, c'est aussi potentiellement réduire le risque de surinfection en cas de piqûre de moustique. Donc clairement, aujourd'hui, ce moustique tigre, il est vécu comme une véritable nuisance au beau jour. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour réduire ces nuisances aujourd'hui? Quels sont, on va dire, les réflexes actuels, les pratiques d'aujourd'hui? Eh bien, c'est l'utilisation de substances biocides. Donc, les biocides, quand on voit comment le mot est construit, donc on a bio, la vie, et cide, tuer. Donc, c'est des substances qui tuent la vie. Et ces substances, en fait, elles répondent, enfin, tous ces produits-là répondent à ce qu'on appelle la réglementation des produits biocides, qui a pour obligation de donner la substance active qui va être utilisée pour, là, en l'occurrence, repousser les moustiques, mais on ne va pas avoir l'intégralité des ingrédients. Comme vous devez le savoir, les médicaments ou les produits cosmétiques, la réglementation fait qu'on a la composition complète. Donc, il y a ces produits en plus sont appliqués en général possiblement sur une large surface corporelle. Ce sont des produits qui en général ne sont pas rincés. Donc, on a une exposition cutanée par la peau. C'est aussi des produits qui, au moment de l'application, peuvent très bien être repris par l'enfant, par ses mains, et puis avoir après un risque de contact main-bouche. Donc là, on a potentiellement un risque d'ingestion. Et puis, on peut avoir, si on utilise des produits en spray, un risque d'inhalation aussi au moment de l'application du produit. Donc, clairement, la question qui se pose devant cette incertitude sur la composition et puis ces substances actives, c'est quel est le bénéfice-risque de l'application de ces produits pour réduire les nuisances du moustique tigre. Alors, dans une ancienne vie, moi, les moustiques, c'est un peu mon affaire depuis un moment. J'ai travaillé pendant 10 ans sur le paludisme qui sévit le plus durement en Afrique. Il est présent ailleurs, mais c'est vraiment là qui tue le plus et qui est transmis par une autre espèce de moustique, en l'occurrence. Et le risque chez les petits, c'est de mourir en quelques jours suite à une piqûre si le paludisme a été transmis et en l'absence de tout traitement, évidemment. Donc, la question du bénéfice-risque prend vraiment toute sa dimension dans ce genre de situation. Ici, en France métropolitaine, il n'y a pas aujourd'hui de chaîne de transmission de ces maladies-là. Et donc, l'usage répété de ces produits
répulsif contre le moustique n'est pas recommandé en petite enfance, il n'est pas recommandé en général, sauf pour se protéger dans un pays ou une zone où sévissent ces maladies, comme on l'a dit, la dengue, chikungunya, Zika, ou bien dans des situations très exceptionnelles en cas de survenue d'une épidémie locale, mais qui serait alors annoncée par l'Agence régionale de santé. Donc, le bénéfice-risque aujourd'hui n'est pas favorable à l'utilisation de ces produits-là. Et on va voir ensemble qu'il existe d'autres mesures qu'on peut mettre en œuvre pour réduire ces nuisances sans avoir recours à ces produits. Alors, quels vont être vos objectifs, nos objectifs? À l'intérieur, ça va être de réduire l'entrée des moustiques. Et puis, à l'extérieur, on va avoir plusieurs objectifs. On va éviter les piqûres, couper l'eau aux moustiques. On en a parlé tout à l'heure, on y reviendra. Et puis aussi la notion d'entretien des extérieurs. Alors, quelles sont nos recommandations? Pour empêcher le moustique de rentrer, la première chose qu'on peut faire, c'est de mettre des moustiquaires à des portes ou des fenêtres stratégiques. Par exemple, une fenêtre de dortoir, par exemple une porte qui donnerait sur un extérieur qui est utilisé, qu'on souhaiterait garder ouverte, une porte ou une fenêtre qui peut permettre à un certain endroit de faire un courant d'air à la belle saison, et donc on a envie de pouvoir la garder ouverte, mais en même temps on veut empêcher les moustiques de rentrer. Donc voilà, on peut analyser un peu dans la structure quelles sont les fenêtres ou portes qui pourraient bénéficier de l'installation de ces moustiquaires. Et puis évidemment, si on prévoit si on a un projet de nouvelle structure, de construction, de penser à les installer à la base. Une autre mesure qu'on peut mettre en œuvre, c'est en fait la création de courants d'air. Les moustiques n'aiment pas être dans le vent, être dans les courants d'air. Donc, soit on peut créer un courant d'air, soit on peut aussi utiliser un ventilateur au sol d'un dortoir. Alors là, notre Picto, là, c'est un ventilateur à pales, mais on peut utiliser ces ventilateurs là, qui sont dans le commerce sous forme de colonnes également. Donc, voilà les mesures qu'on peut mettre en œuvre pour empêcher le moustique de rentrer. Ensuite, pour éviter les piqûres dehors, ce sont les mêmes recommandations en fait que pour la protection solaire, celle qu'on vous fait, c'est-à-dire le port de vêtements, de vêtements longs, amples et clairs, les moustiques ayant une attirance pour les zones et les vêtements foncés. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire pour éviter les piqûres. Alors ça, je vous l'ai mis, c'est le flyer de l'Agence régionale de santé pour couper l'eau aux moustiques tigres, le mot d'ordre, que vous pouvez voir dans les pharmacies, cabinets médicaux, etc. Et donc le mot d'ordre, évidemment, de couper l'eau aux moustiques. Là, je vous ai mis, parce qu'à l'origine, ces moustiques en fait pondent à l'origine dans des souches de plantes, comme des souches de bambou. Et il s'est adapté, et en milieu urbain, il va pouvoir aller pondre dans des petites étendues d'eau stagnantes, comme des récipients ou des réservoirs artificiels, ou même des éléments du bâti. Donc, il va utiliser tout ce qu'il peut à l'extérieur pour potentiellement aller pondre ses œufs. Donc là, c'est un environnement domestique, mais on retrouve des choses que vous avez en crèche aussi. Donc évidemment, la petite carriole à l'arrière, des petits vélos, des seaux, des pelles, un toboggan qui aurait une petite zone aussi. Il peut y avoir tout un tas d'objets qui font que ça va pouvoir collecter l'eau en cas de pluie et créer des eaux stagnantes favorables à la ponte. Donc là, on vous a mis aussi, il y a un récupérateur d'eau. Alors bon, il n'y en a peut-être pas énormément, mais avec le développement des potagers ou autres, il va peut-être y avoir aussi des récupérateurs d'eau. Donc ça, c'est des endroits qui peuvent être recouverts par un tissu, par une moustiquaire pour empêcher le moustique de passer et de pondre. Donc les trois mots d'ordre, en fait, à l'extérieur, c'est premièrement de retirer, c'est-à-dire il y a des objets qui peuvent ne plus être à l'extérieur ou au moins sur une zone couverte en cas de pluie. Retourner, des choses qu'on va retourner pour que ça ne puisse pas stocker l'eau en cas de pluie, et puis des choses à couvrir aussi. Alors,
Pour limiter sa présence dehors, c'est aussi faire entretenir les extérieurs. J'ai parlé d'éléments du bâti dans lesquels les moustiques peuvent aller pondre. Ça peut être des gouttières, par exemple. Des gouttières qui sont où il y aurait un écoulement qui se prépare et du coup, il pourrait y avoir des petites zones d'eau où les moustiques pourraient aller pondre. Donc, pour ce qui concerne les crèches collectives, il y a un décret qui est paru en mars 2019 et qui donne des responsabilités aux maires dans le cadre de la lutte contre le moustique tigre. Et donc de solliciter pour les crèches collectives les services techniques pour veiller à l'entretien de ces gouttières, l'entretien des toits terrasses aussi. Là, c'est une crèche qui a un toit végétalisé en l'occurrence et qui a aussi un extérieur. Donc l'entretien des extérieurs, c'est aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'herbes hautes, puisque ces herbes hautes, alors elles ne vont pas servir de lieu de ponte en l'occurrence, mais elles vont servir d'aire de repos aux moustiques qui en fait, donc on a dit son périmètre d'action c'est 100-150 mètres, mais il a aussi besoin de se reposer régulièrement et il aime bien aller se reposer dans les herbes hautes. Donc voilà tout ce qu'on peut faire pour limiter sa présence à l'extérieur dans l'entretien de vos extérieurs. Alors là, je vous ai remis le portail de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, un portail dédié aux moustiques tigres, avec sur la droite un outil qui est un outil destiné au grand public, une checklist en fait anti-moustique tigre, avec des points qu'on s'est déjà dit sur faire attention à ses extérieurs, les eaux stagnantes, etc. Donc une petite checklist qui peut aussi vous aider à commencer à mettre en œuvre ces recommandations. J'ai mis là un guide pour les collectivités, mais c'est évidemment pas pour aux directions de crèche de s'en emparer, mais voilà, il y a un guide qui a été fait par le CNEV, qui est un centre national qui s'occupe de la lutte contre ce qu'on appelle ces vecteurs, ces moustiques qui sont potentiellement porteurs de virus ou autres, ou de parasites. Et donc, ça a été fait sous l'égide du ministère de la Santé et c'est vraiment un guide à l'attention des collectivités pour lutter contre ce qu'on appelait les moustiques urbains, les moustiques tigres en l'occurrence. Alors là, c'est en fait, je vous ai dit qu'il y avait 64 départements qui étaient colonisés, mais ils ne sont pas, toutes les communes ne sont pas forcément encore colonisées. Par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, on a 13% des communes. Et néanmoins, du coup, on fait appel à la participation citoyenne pour signaler en fait le moustique tigre si vous l'apercevez et que vous êtes dans une zone où on ne sait pas encore qu'il est présent. Donc, en conclusion, en fait, les moustiques tigres, clairement, représentent une nuisance grandissante, mais à laquelle il va nous falloir avec laquelle il va nous falloir apprendre à vivre dans le contexte de règlement climatique et de réchauffement. La réponse qu'on y a apportée jusqu'à aujourd'hui, c'était souvent l'utilisation de produits biocides pour les tuer ou pour les repousser, exemple du répulsif cutané. Et ça expose à un risque chimique, soit par la substance active, soit par les autres ingrédients. Et en l'absence de maladies transmises par le moustique aujourd'hui, le rapport bénéfice-risque n'est pas favorable à leur utilisation répétée. Donc, il y a différentes approches qu'on a vues, donc la protection mécanique, moustiquaire, les courants d'air, ventilateurs, les vêtements, et surtout aussi la chasse régulière et rigoureuse aux eaux stagnantes et l'entretien des espaces verts. Et c'est bien en alliant tout cet arsenal de mesures que vous pourrez réduire les nuisances liées aux moustiques tigres sans exposer les petits quotidiennement à ces produits. C'est la liste des ressources qui vous seront transmises et on va prendre les questions en fait de manière groupée après la présentation également de la deuxième fiche. Donc on va changer de bébête, si je puis dire. Et là on va voir en fait les grands principes d'une lutte raisonnée contre les nuisibles, avec donc cette fiche qui est aussi disponible sur le site de l'Agence régionale de santé. Donc, il peut arriver que la crèche ou seulement certaines pièces soient l'objet d'une infestation, ce qu'on appelle des insectes nuisibles. Leur présence n'est pas désirée et peut entraîner au mieux de l'inconfort, au pire de forts désagréments comme des piqûres ou autres.
Là, on peut citer comme ça les punaises de lit ou les cafards. Donc, on parle d'infestation. Alors, l'enjeu hein, dans ce contexte-là, ça va être de ne pas céder à la panique. Ça va être aussi de ne pas avoir recours largam à nu de manière spontanée aux produits chimiques. Et voilà, donc l'enjeu, ça va être de rester calme. Il peut être urgent parfois d'attendre. N'utilisez pas seul tout un arsenal d'armes chimiques potentiellement inadaptées et peut-être toxiques pour la santé humaine et ou pour l'environnement. J'en profite pour vous rappeler le concept de One Health en anglais, ou de une seule santé, qui montre le lien entre la santé humaine et la santé de notre environnement. Et tout ça, c'est une seule et même santé. Alors, il faut aussi relativiser. C'est pas facile quand on est infesté, mais il y a nombre de bébêtes qui ne transmettent pas de maladie, hein, ce qui est par exemple le cas de la punaise de lit. Aussi rebutante soit-elle, elle ne transmet pas de maladie. Donc, l'objectif de cette présentation et de l'affiche, hein, c'est de transmettre les bons réflexes, si ça se produit dans votre structure, pour ne pas foncer tête baissée et arme à la main. Donc, l'objectif, c'est de mener une lutte qui soit ciblée. Alors, ciblée pour prendre le temps du diagnostic, adaptée au niveau d'infestation, au lieu de l'infestation aussi, donc aux personnes qui fréquentent le lieu, et puis mesurée pour voir quel est le meilleur mode d'intervention. La chimie n'étant pas le seul recours possible, on va le voir. Alors, nos recommandations, c'est de procéder par étapes. Si vous êtes une crèche collective, d'informer la collectivité, hein, vous n'avez pas à gérer cela de manière isolée. Et il se peut que la même situation ait eu lieu dans un autre site et que l'on puisse vous assister. Et si vous êtes une crèche associative, même réflexe. Hein. Anne, c'est toi qui interviens ou j'entends Bon, je continue. Oui, je coupe au fur et à mesure, mais pensez bien à couper vos micros. Je le fais, mais parfois, ça n'est pas forcément simple à trouver. Normalement, il n'y a personne qui a son micro allumé. Je pense que c'est bon. Moi, je n'ai pas énormément de petits bruits parasites, mais bon. Je voulais être sûre que tu n'avais pas un truc à me dire. Donc, si vous êtes une crèche associative, même réflexe, en fait, hein, partagez la mauvaise nouvelle, puisque peut-être que l'infestation provient d'un voisin. Et puis, si vous êtes au sein d'une copro, il faut informer la copro, informer le syndic de cette nouvelle-là. Ensuite, il faut identifier, il faut être sûr de l'insecte en présence. En l'absence de tout danger, bien évidemment, prenez des photos, capturez un individu mort. Il sera peut-être nécessaire de faire appel à un professionnel pour être formel, qui lui-même demandera peut-être à un entomologiste de confirmer, c'est le biologiste spécialisé dans les insectes. Et si c'est un insecte piqueur, l'identification de l'insecte par la piqûre, ça peut être une orientation, un indice, mais ce n'est en aucun cas un diagnostic de certitude. Donc, communiquer aussi auprès des parents. C'est pas simple, mais tenez-les au courant de ce qui se passe et puis de ce qui va être prévu. Et puis aussi, il y a la notion d'évaluer le niveau d'infestation, en fait. Quelles sont les pièces touchées? Est-ce que c'est localisé? Est-ce que c'est généralisé? Est-ce que c'est très étendu? Et puis, est-ce que c'est un petit peu? Est-ce que c'est beaucoup en termes quantitatifs? Donc, puisque la réponse à apporter ne sera pas la même. Alors, faites appel à des professionnels si l'intervention est nécessaire. N'appelez pas la première société trouvée. Il y a des sociétés spécialisées qu'on appelle les sociétés 3D, dératisation, désinsectisation, désinfection. Elles peuvent vous aider au diagnostic et à l'évaluation aussi du niveau d'infestation. C'est leur métier. Après, en termes d'intervention, il va y avoir la société peut vous proposer de l'emblée de la chimie avec le traitement choc ultra puissant, etc. Ou elle peut évoquer aussi des moyens de lutte physique. On va voir ce que c'est. Et puis, elle peut aussi vous parler d'utilisation raisonnée des biocides. Donc, là, il faut utiliser son bon sens, poser des questions
pour vous faire une idée et voir si la société prend en compte vos publics vulnérables afin de limiter leur exposition. Alors, vous voyez là, agréé certibiocide, hein, c'est en cas si jamais l'utilisation de produits biocides hein, est indispensable, ça peut être aussi une question de dose, hein, donc il faut voir si c'est indispensable et deux, à quelle dose on va le faire. Et cet agrément, en fait, il est délivré par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et c'est une formation, en fait, et un agrément qui est délivré à titre individuel. Ce n'est pas pour la société, ça doit être vraiment à titre de chaque professionnel qui travaille dans cette société-là et qui prouve qu'il a suivi cette formation sur la bonne utilisation et l'utilisation raisonnée de ces produits. Donc, n'hésitez pas à demander le certificat à l'entreprise avant toute intervention. Alors, discuter des moyens de lutte possibles. Il y a plusieurs types d'interventions possibles. Il y a la lutte physique ou mécanique et il y a la lutte chimique. Donc, parfois, ce qui est nécessaire, c'est une combinaison des deux. Donc, c'est quand même à ce stade qu'il ne faut pas se précipiter et qu'il faut prendre le temps de l'évaluation des différentes options avec l'entreprise. Aujourd'hui, sachez qu'avec la prise en compte croissante du risque chimique et des pollutions engendrées, l'utilisation de ces produits n'est pas privilégiée et utilisée en dernier recours. Au niveau européen, il y a aussi de plus en plus de produits insecticides qui sont interdits. Par exemple, la famille des carbamates pour la lutte contre les punaises. D'autres familles comme les pyréthrinoïdes qui sont aussi utilisées dans le cadre de la lutte contre les moustiques. Donc, toute cette famille-là fait face à des résistances, en fait, croissantes et donc perdent de leur efficacité. Donc, c'est vraiment les utilisant à bon escient et à la bonne dose que l'on pourra maintenir ces armes efficaces un maximum de temps. Sachez que certaines collectivités interdisent l'usage de biocides dans des lieux accueillant du public vulnérable, comme les crèches ou les écoles. Alors, cette lutte physique, en fait, elle peut suffire, hein. Elle est à privilégier. Elle ne permet de pas mettre en place de résistance en utilisant des produits de résistance face à ces produits. Et puis, elle permet bien évidemment de limiter l'exposition des résidents et aussi des techniciens, des professionnels, à ces produits biocides. Alors, quelques exemples d'intervention dans la lutte physique. Ça peut être l'aspiration, la congélation, le chauffage, la lessive à 60 degrés pour le linge qui le supporte, complété du sèche-linge, la vapeur, l'utilisation de la vapeur. Sachez que dans le cadre de la lutte contre les punaises de nid, avec l'utilisation de la vapeur bien faite, évidemment, on peut éliminer 95% de la quantité de punaises en présence. Je vous ai mis en référence, là, ça vous sera transmis, un webinaire récent qui a été présenté par un entomologiste médical de l'IHU Méditerranée Infection de Marseille, qui focalise en fait sur la lutte contre les punaises de lit. Donc, si la lutte chimique est nécessaire, posez des questions. Demandez aux professionnels donc, quelles sont les options au niveau des substances utilisées. Demandez qu'ils vous fournissent la fiche technique. Cette fiche technique, elle précise les conditions d'emploi, les précautions comme le délai d'éviction des enfants, s'il y en a un à prévoir, aussi la recommandation en termes d'aération et de durée d'aération, et demander aussi la fiche de données de sécurité, la FDS dans notre jargon, afin de connaître le niveau de risque de ce produit. Étudier aussi la possibilité potentiellement de déménager les enfants dans une autre pièce qui ne serait pas infestée. Après le traitement, considérer un lessivage de la pièce en lien avec le professionnel. Et puis aussi en lien avec le professionnel, à la fin de l'intervention, il faut vérifier que cette intervention a été efficace. Donc soit évidemment par l'absence d'insectes, l'absence de piqûres, l'absence de traces d'excréments. Sachez qu'il faut parfois patienter plusieurs semaines pour être sûr de la disparition des insectes. Donc, en résumé, donc, on a les bons réflexes, c'est de se demander est-ce qu'on a un relais au sein de la collectivité, si on est une crèche collective. Si on fait appel à une entreprise, essayer de
poser des questions, d'être curieux par rapport à l'utilisation de produits biocides et puis de la présence des enfants, l'agrément certibiocide. Et puis au démarrage, il faut être sûr de son diagnostic, donc les professionnels sont là aussi, mais voilà, on va être sûr qu'on va lutter contre les bonnes bébêtes. Est-ce qu'on peut faire une lutte physique? Est-ce que la lutte chimique est incontournable? Quelles options pour la lutte chimique? Le choix des zones traitées aussi, peut-être que toutes les zones ne sont pas à traiter. Aération, éviction. Il y a parfois des produits qu'on dit rémanents, c'est-à-dire qu'ils ont une action qui dure dans le temps. Donc, où est-ce qu'il est placé? Est-ce qu'on a un contact de risque main-bouche pour les enfants pendant que la durée d'action rémanente de ce produit? Voilà. Donc, voilà un peu toutes les questions et les bons réflexes à avoir dans ce cas-là. Les ressources, la fiche Recocrèche et le webinaire dont je vous ai parlé. Voilà. Merci Anne-Sophie pour cette présentation très détaillée. Alors, on a pas mal de questions sur le chat, donc je vais les prendre dans l'ordre. La première question, alors on était sur les questions des moustiques tigres, quel est le risque de voir apparaître des chaînes de transmission de maladies en France? Alors, ouais. Cécile, tu veux répondre ou... Oui, tout à fait. Alors, effectivement, il n'y a pas eu de cycle jusque-là de chaîne de transmission en Nouvelle-Aquitaine. Par contre, depuis 2010, il y a quand même eu des épisodes en Occitanie, en PACA et en ARA. Il y a eu 21 épisodes qui ont montré la réalité du risque en métropole. Alors, effectivement, pas encore en Nouvelle-Aquitaine, mais malheureusement, toutes les conditions sont désormais réunies pour que ce risque soit bien réel, puisque on a bien les moustiques qui sont présents dans 11 départements sur nos 12 départements de Nouvelle-Aquitaine. Il n'y a que la Creuse dans laquelle le moustique n'a pas encore été observé. Et donc, voilà, ça veut dire qu'une personne qui rentre d'un pays où des épidémies sévissent et qui rentre avec le virus, s'il se fait piquer par un moustique en métropole, ce moustique peut potentiellement aller piquer une personne saine et enclencher en fait une chaîne épidémique. Alors, il y a des actions pour éviter ça, déjà au niveau de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, parce qu'au-delà de la surveillance du moustique, on intervient aussi autour des cas justement importés de dengue, de chikungunya ou de Zika, pour pouvoir effectivement casser en fait ce risque de transmission en intervenant sur tous leurs lieux de domicile et de fréquentation. Et puis, effectivement, voilà, c'est vraiment les actions et les bons gestes à adopter pour désormais mieux vivre avec le moustique en supprimant la densité de moustiques. C'est comme ça qu'on va diminuer ce risque épidémique. Merci Cécile pour cette précision qui n'est pas forcément très rassurante, mais merci en tout cas. Alors on reste sur le moustique. Alors les préconisations, c'était de attention aux extérieurs et aux herbes hautes. Donc une intervention de Jeanne, les herbes hautes sont favorables à la biodiversité, notamment pour pouvoir se développer des espèces qui peuvent se nourrir de moustiques. Beaucoup de communes pratiquent la tonte sélective en laissant des herbes pousser. Un avis, des préconisations éventuelles par rapport à ce commentaire? Anne-Sophie ou Cécile? Peut-être, voilà, pour prioriser, on va dire, par rapport aux lieux on va dire, qui sont appréciés par les femelles moustiques pour aller pondre, moi, je mettrais vraiment en priorité ce qu'a bien souligné Anne-Sophie sur le fait que les moustiques est quand même prioritairement un moustique de récipient. Voilà, il est très attaché à l'homme et donc il va vraiment aller préférer pondre dans tous ces récipients ou ces aménagements artificiels en fait en extérieur créés et fabriqués en fait par l'homme. C'est pas un moustique qui va aller voilà, dans les milieux naturels, contrairement aux autres espèces de moustiques. Clairement, là, on cible voilà, la spécificité du moustique tigre et qui rend aussi sa lutte en même temps compliquée. Mais voilà, c'est pas un moustique de fossé, de marais. Voilà, il aime les petites quantités dans des petits récipients. Donc voilà, l'enjeu herbe haute n'est pas l'enjeu prioritaire si on veut agir, je dirais, de façon efficace
contre le tigre. Je vois qu'il y a… Anne, tu as pris connaissance de toutes les questions. Moi, j'en vois Oui, quelques-unes. j'enchaîne. Ouais. Alors, je vois pas mal de choses sur… j'ai vu huile essentielle, etc. Peut-être que il y a une partie, en fait. Ouais, alors je continue, je suis sur les moustiques, voilà, parce qu'il y a plusieurs. Peut-on utiliser des huiles essentielles en diffusion dans les crèches pour lutter contre les moustiques? Y a-t-il des recherches menées dans ce sens? Et qu'en est-il de l'utilisation homéopathique qui va peut-être pour compléter cette question? D'accord. Donc, parce que dans la fiche, en fait, un moustique tigre, hein, si vous l'avez téléchargé ou quand vous irez, on fait aussi un peu le tour des autres options, en fait, qui peuvent être des options, en fait, on va dire habituelles ou classiques. Donc, c'est peut-être le moment de compléter, en fait, là-dessus. Et effectivement, il peut y avoir spray répulsif pour la peau d'huile essentielle ou bien des sprays d'ambiance aux huiles essentielles, hein, si c'est la question des huiles essentielles. Donc, sur les sprays pour la peau, en fait, à base d'huile essentielle, les études montrent qu'ils sont d'une durée d'efficacité très courte et trop courte, inférieure à 20 minutes. Donc, c'est vraiment une durée trop courte pour donner quelque chose. Souvent aussi insuffisantes, et elles peuvent, en fait, vous savez que tout ce qui est huile essentielle, c'est vraiment, nous on recommande pas, hein, il n'est pas recommandé d'utiliser des huiles essentielles en petite enfance. Il y en a beaucoup qui peuvent créer des irritations cutanées, hein, qui sont allergisantes. Il y en a certaines qui peuvent être photosensibilisantes, parfois toxiques. Donc là, j'ai trouvé là récemment un spray comme ça qui est avec un mélange de 9 huiles essentielles. Donc là, ça commence en plus à en faire beaucoup, même en aromathérapie, dont des huiles essentielles de lavande vraie, ou qui est en ce moment sous les radars, hein, pour un effet endocrinien. Donc voilà, durée d'action trop courte, risque d'irritation, de sensibilisation cutanée. Donc on ne recommande pas ce spray-là. Pareil pour les sprays d'ambiance, hein, d'huile essentielle, ça va être pour les mêmes raisons, en fait, efficacité très relative, et puis les risques liés aux huiles essentielles en général et en particulier en petite enfance. Alors, on reste vite sur l'huile essentielle. Il y a une question. Une agente se met régulièrement des huiles essentielles de géranium sur le corps qui sentent fort. Y a-t-il un impact sur l'inhalation pour les enfants? Ça rejoint la question. Donc, les huiles essentielles de géranium, hein, c'est ces huiles qui effectivement sentent fort, hein, comme Palmarosa, ce genre d'huiles qui sont justement utilisées quelque part avec l'objectif de couvrir les odeurs corporelles qui est le point d'attirance des moustiques, hein. Les moustiques, ils se fient au CO2 et puis aux odeurs corporelles. Donc, l'utilisation de ces huiles, c'est pour générer une autre odeur qui couvrirait. On est sur effectivement composés organiques volatiles, parfums, substances allergisantes dont on va venir remplir l'air, en fait. Ok, très belle transition avec une autre question. Que penser des pièges à CO2? Alors, les pièges à CO2. Les pièges à CO2, donc je pense que c'est ce qu'on appelle les pièges à moustiques. Donc là, à gauche, on a le piège à moustiques. Hein, pour expliquer à tout le monde, ce sont des bornes qui donc diffusent du CO2 et qui diffusent aussi un leurre olfactif, hein, un leurre qui mime l'odeur corporelle humaine. Et l'objectif, c'est d'attirer donc les moustiques et puis de les capturer, parce qu'elles vont être attirées, elles vont rentrer, elles vont être dans l'incapacité de ressortir. C'est ça le fonctionnement. Donc ces bornes-là, hein, ça se développe dans le cadre des particules domestiques, hein, pour les jardins et la tranquillité des personnes, et aussi dans le cadre des collectivités. Hein, il y a des collectivités qui s'équipent. Hein, alors dans le sud-est, ils sont plus avancés parce que en plus ils ont connu ça plus tôt. Mais moi, j'avais été en lien avec des communes autour de Toulouse qui ont testé. Le périmètre d'action annoncé étant de 60 mètres, hein, donc ça nécessite, hein, en fonction de la surface à couvrir, aussi l'installation de plusieurs bornes.
Alors, avantages, inconvénients. Avantages, alors moi j'avais eu des retours d'expérience assez mitigés, mais j'ai eu d'autres échos plus favorables aussi récemment. Les contraintes, on va dire, c'est que il faut pouvoir couvrir la surface. Hein. Je vous ai donné 10 périmètres d'action. Il y a aussi une installation électrique à faire, hein, donc ça marche avec l'électricité. Donc il y avait une crèche qui disait que ça n'avait pas été de tout repos de pouvoir installer la borne, de la brancher, de sécuriser de manière évidemment à 200% de sécuriser ça pour les enfants. Donc voilà, donc j'ai envie de dire c'est quelque chose qui se développe et qui pourrait être intéressant. Il faut attendre aussi un petit peu d'avoir du recul. Il y a des consommables après, hein, évidemment, il faut changer les cartouches, remplacer le CO2, changer les cartouches de l'heure. Peut-être que Cécile, tu as aussi un complément à faire. Et à droite, pour vous dire, en général, ce sont des installations qui se complètent, puisqu'à droite, c'est une image du piège pondoir. Et alors là, il n'y a pas d'électricité, etc. Ce sont des pièges qui se posent aussi dans les extérieurs pour là attirer les femelles qui vont du coup ne plus pouvoir pondre. Donc on leur fait croire que c'est un lieu de ponte et puis bah non, c'est un piège et elles vont pas pondre. Donc les fabricants recommandent l'utilisation complémentaire de ces dispositifs-là. Peut-être Cécile, si tu as eu toi des retours sur des tests ou... Oui, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'attention sur ces dispositifs et c'est bien normal. Simplement pour indiquer que il y a plus d'une centaine de dispositifs là qui sont actuellement commercialisés et du coup, il y a une étude qui a été lancée là en début d'année à l'ANSES pour justement évaluer leur efficacité. Parce que voilà, l'expérience a pu montrer ici et là que les résultats n'étaient pas forcément attendus au rendez-vous quant à l'utilisation d'un certain nombre de pièges. Donc, les résultats sont attendus d'ici la fin de l'année et je pense que ce sera vraiment très éclairant pour éventuellement, voilà, notamment les collectivités, s'orienter vers l'achat de certains pièges. Donc, à ce jour, il y a quand même voilà, une vigilance à avoir quant à l'efficacité sur des installations pour certaines en plus qui sont quand même relativement coûteuses. Donc voilà, je pense qu'il faut d'abord se nourrir des expériences, des évaluations qui sont en cours au niveau national à l'heure d'aujourd'hui avant d'investir vers des dispositifs de piégeage. Juste pour reboucler là sur les dispositifs, on parle aussi de bracelets répulsifs. Hein, donc ces bracelets, ils repoussent les moustiques par des substances actives, hein, donc par des biocides hein, aussi, ou huiles essentielles. Donc on va aussi avec un risque de contact main-bouche. Et d'ailleurs, quand on va sur la fiche technique hein, de ces produits, enfin le descriptif hein, simplement, on voit ne pas mettre à portée des enfants, éviter tout contact avec la bouche, etc. Donc on est aussi sur des choses qui sont difficilement compatibles avec la petite enfance. La prise la prise électrique utilise aussi des produits insecticides. Elle a un périmètre d'action aussi limité potentiellement. Voilà. Bon, après, il y a des consommables, hein, mais électricité et puis recharge, mais voilà, on est aussi sur l'utilisation de produits biocides. Et à l'extérieur, en fait, les solutions hein, aujourd'hui, donc il y a le serpentin fumigène. Alors ça, ce sont des produits, hein, ils diffusent des produits quand même toxiques hein, qu'il ne faut pas inhaler. Puis il y a le risque de brûlure, hein, donc c'est pas très adapté. Les plantes en général n'ont pas montré une efficacité très relative, c'est-à-dire qu'elles peuvent un petit peu éloigner, mais un moustique qui a faim, il va trouver sa route. Hein. Après, les lampes bleues à UV, c'est pareil, ou à ultrasons, il y a des questions d'efficacité très relatives là-dessus. Et puis aussi, comme les rubans, c'est aussi des dispositifs qui ne sont pas sélectifs, donc qui vont venir aussi piéger un tas d'autres insectes. Voilà. Je te laisse, merci. Anne. Ouais, merci Anne-Sophie. Je vois, il y a une question là qui est d'actualité.
Le temps tourne. Il me semblait que nous avions eu des recommandations nationales en crèche de ne pas utiliser de ventilateur en période de crise sanitaire Covid. Des recommandations qui ont été données l'été dernier, donc avec une confirmation au niveau de la Vienne, du département de la Vienne, donc non-utilisation des ventilateurs. Peut-être que vous en savez plus sur ces recommandations nationales. Ce qui est sûr, c'est que clairement, cette recommandation, c'est une recommandation générale hors Covid, j'ai envie de dire, en temps de routine. Non, justement, c'était marqué depuis une recommandation de ne pas utiliser. Oui, d'accord, pardon. Votre préconisation, c'est hors Covid, c'est ça? Oui, la préconisation ne tenait pas compte du contexte Covid, donc c'est une recommandation générale. Je ne sais pas où ça en est là sur les ventilateurs là, genre aujourd'hui. Mais effectivement, si c'est pas recommandé en cas de la Covid, là, c'est pas appliqué et on espère pouvoir réutiliser cette arme et ce courant d'air, si on peut créer un courant d'air naturel, évidemment, puisque ce courant d'air-là, il va gêner le travail des moustiques, son atterrissage et son… Voilà. Ok, d'accord. Merci Anne-Sophie. Il est presque 15 h. On avait encore, donc on se laisse 3 minutes pour l'autre question sur d'autres petites bébêtes. Quid des nids de guêpes, frelons, etc. autour de la structure, et une question sur les fourmis. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises parce que là, on est vraiment parti sur des recos générales sur les interventions. Je sais que sur les guêpes, etc., enfin, c'est maintenant aussi plus compliqué de faire intervenir les pompiers. Donc, on a souvent, maintenant, il faut avoir recours à des professionnels. Donc, je ne vais pas avoir de recommandations spécifiques là-dessus, si ce n'est toujours de faire attention à l'exposition aux risques chimiques, de se poser des questions, de ne pas être en présence des enfants, enfin bon, tout ça qui sont évidemment les préconisations de bon sens pour ne pas exposer les petits à des traitements. Ok, merci. Alors, les fourmis, Sur les ventilateurs, il y a Anne qui nous dit que sur les ventilateurs, pas de nouvelles consignes. Ok. Donc on est toujours avec pas de ventilateur en ce moment. Ok, super. Je vais clore la réunion, c'est-à-dire je vais arrêter l'enregistrement